Mon nom est Karine Genet. Aventurière et guide d'observation des ours polaires. Depuis toujours, je vis en pleine nature, dans le nord du Canada, entre les montagnes et la toundra. Ces lieux sauvages m'ont toujours fascinée, autant par leur grandeur que par leur histoire incroyable. Au cœur de ce territoire existe une frontière naturelle où les arbres cèdent leur place à la toundra et où la forêt boréale voisine l'Arctique. C'est un endroit unique au monde que l'on cherche encore à démystifier. En ces temps de bouleversement climatique, quel rôle joue cette frontière verte pour cette faune sauvage qui a cruellement besoin d'elle pour survivre? À mesure que la forêt boréale progresse vers le nord, la température devient, bien sûr, de plus en plus froide. Il n'y a pas assez de journées chaudes pour permettre la croissance à sa végétation. Alors, naturellement, la forêt cède la place à la toundra arctique, qui est un endroit magnifique, mais plutôt stérile. Elle est aussi un important passage migratoire pour les caribous. C'est au nord du Manitoba, dans le parc national de Wapus, entre la forêt et la toundra, que je débute mon aventure. Connu sous le nom de taïga, qui signifie « la terre des petits bâtons », ce territoire voit pousser des arbres aux formes étranges. L'énergie qu'ils déploient pour croître durant les rares journées chaudes de l'année leur donne une forme unique. Ce territoire sauvage est également le seul endroit au monde où il est possible d'observer des bébés ours polaires qui vivent leurs premiers moments sous les rayons du soleil. Je me trouve donc à la lisière du parc national Wapus, la plus grande zone de mise-bas d'ours polaires au monde. C'est un endroit incroyable où naissent chaque année plus de 150 oursons. Si cet endroit est idéal pour observer ces animaux mythiques, c'est aussi un lieu important pour les ours polaires et d'autres animaux sauvages dont l'avenir est incertain. Depuis combien de temps est-ce que tu guides ici? Mon père était pisteur dans la région. C'est comme ça que je suis arrivé ici. C'était il y a 22 ans. 22 ans? Oh wow! Fait que vous en connaissez beaucoup sur les ours polaires. Oh oui, nous sommes les seules personnes sur la planète à pouvoir observer en toute sécurité des ours polaires et leurs nouveau-nés dans leur environnement. Et qu'est-ce qui te plaît à Churchill? C'est un lieu unique au monde, parce que 3 espèces d'ours cohabitent ici. L'ours polaire, le grizzly et l'ours noir. On a la chance d'avoir de nombreuses autres espèces d'animaux par ici, comme des belugas, mais également des orignaux, des caribous et des loups. C'est une région très isolée. Il y a très peu d'habitants qui vivent dans le coin. Ça m'offre beaucoup de liberté. Donc, Maurice, t'es né ici à Churchill, toi? Exactement. Je suis né et j'ai grandi à Churchill. Mon père a emménagé ici en 1957. C'était il y a 66 ans. Puis t'es copropriétaire de la lodge. Oui, j'exerce cette activité depuis 37 ans. Peut-être même un peu plus. Je guide les visiteurs vers les aires de mise-bas pour tenter de voir des femelles et leurs petits. Quand tu te traques pour les ours polaires, comment ça fonctionne pour trouver les tanières? J'ai beaucoup d'expérience en la matière, alors je sais où chercher. Ce n'est pas une mission facile, car les ours n'utilisent jamais la même tanière.
Ils se déplacent beaucoup. Et il arrive souvent que les ours soient encore dans leur tanière quand on arrive sur place. Ils ne sortent pas tous au même moment. En général, les premiers ours commencent à quitter leur tanière à partir de la moitié du mois de février, au plus tôt. Les autres sortent plus tard. Et les derniers spécimens quittent leur tanière à la fin du mois de mars, autour du 25 mars. À cette date, l'hibernation est terminée. Tu veux qu'on tente de trouver la tanière d'un ours polaire? Oh oui, vraiment. Je ne te promets rien, mais ça vaut la peine d'essayer. OK. Ici, les ours font leur tanière sur la rive d'un lac, dans le sol profond, et utilisent les racines des épicéas pour soutenir leur toit. À l'abri du vent, dès les premières chutes de neige, ils se laissent lentement isoler du reste du monde. Ils vivent ainsi l'hiver à moitié dans la terre et à moitié dans la neige. Et il peut faire jusqu'à 30 degrés Celsius de plus à l'intérieur de la tanière qu'à l'extérieur. Ils resteront dans ce cocon confortable jusqu'à ce que leurs petits soient prêts pour le grand voyage vers la baie d'Hudson, vers l'océan gelé. Fait que quand tu traques, Maurice, c'est quoi en fait que tu regardes? Tu regardes pour les traces, ça c'est certain. Puis après ça... Une femelle cause beaucoup de désordre lorsqu'elle sort de sa tanière, mais c'est plus difficile à repérer si elle vient tout juste de sortir. OK, tu parles de la neige là, qui va avoir bougé, là. Oui, si l'ours a quitté la tanière depuis un certain temps, on peut remarquer beaucoup de traces dans la neige. Tout dépend depuis combien de temps elle est sortie. OK. Par exemple, si l'ours a fait sa sortie seulement ce matin, on verra très peu de traces. On pourra juste apercevoir une petite ouverture à l'entrée de la tanière. Au fil des jours, elle va s'aventurer davantage hors de la tanière et on pourra voir plus de traces dans la neige. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi que les femelles font leur tanière ici à la limite des arbres? Une fois sorties de leur tanière, elles se servent des arbres pour se protéger des éléments et des prédateurs comme les loups qui peuvent les attaquer. C'est aussi une manière de se protéger des ours mâles qui vivent sur la côte. Elles sont davantage en sécurité à l'intérieur des terres et elles y trouvent de nombreux lacs avec de la mousse de tourbe. Elles peuvent plus facilement creuser leur tanière dans la tourbe, alors que sur la rive, le sol est trop rocailleux. Puis c'est quoi le cheminement des femelles pour qu'elles arrivent ici? Les ours polaires femelles commencent à marcher sur la glace vers le mois d'avril et elles s'y nourrissent jusqu'à la saison de la débâcle des glaces qui a lieu entre juillet et août. Ensuite, elles retournent sur la rive. Vers le mois d'octobre, elles creusent leur tanière dans la région et donnent naissance à leurs petits vers les mois de novembre et de décembre. Ensuite, elles restent dans leur tanière pour que leurs petits grandissent en sécurité. Puis quand ils atteignent l'âge de 3 mois, vers février ou mars, elles quittent la tanière avec leurs oursons. Le cycle peut alors recommencer. Il y a très peu d'arbres dans la région, seulement de petits arbustes. Si on va plus au nord, il n'y a plus d'arbres du tout. On est à la limite de la ligne des arbres. Est-ce que les femelles vont toujours faire des tanières autour des lacs ou comment ça fonctionne? Ils vont dans les arbres, parfois dans la forêt boréale? Elles traversent la forêt. Il y a quelques arbres, mais il suffit d'aller un peu plus loin pour arriver dans un espace ouvert. En s'enfonçant à l'intérieur des terres, elles vont trouver de grands lacs. Les femelles ne peuvent pas vraiment creuser leur tanière sur la rive. Ce sont des zones qui sont situées à trop basse altitude. Ouais. La terre manque de tourbe et est principalement constituée de gravier. Ce n'est pas l'environnement que les ours polaires recherchent pour faire leur tanière. Elles peuvent s'éloigner jusqu'à 65 ou 80 km de la rive. J'ignore pourquoi elles vont aussi loin.
Je pense que c'est simplement parce que les femelles ont besoin de renforcer leurs pattes avant de sérieusement devoir partir à la chasse aux phoques. Elles ont besoin de force avant de chasser. Bien sûr, les femelles commencent à se dégourdir les pattes dès qu'elles sortent de la tanière, mais elles ne font que jouer. Marcher sur le lac leur permet peut-être d'accumuler du muscle. C'est une explication, mais je n'en suis pas sûr. Puis selon toi, comment est-ce que les ours polaires s'adaptent au changement climatique? Le changement climatique se produit trop vite pour eux. Mais les ours polaires évoluent tranquillement. Certaines études scientifiques ont démontré qu'ils commençaient déjà à chasser le phoque pendant l'été. À marée basse, ils ont également appris à attendre les belugas qui passent dans les eaux peu profondes pour les attaquer par surprise. Pendant de nombreuses années, on ne parlait pas du changement climatique. Mais depuis quelque temps, on a commencé à être témoin de ce qui était en train de se produire. On l'avait sous les yeux. C'est devenu très concret. Cette année, par exemple, le printemps est très précoce. La glace a fondu très tôt dans l'année. La situation est en train de changer. Est-ce que ça va mettre les ours en danger? Probablement que oui, mais ça prendra du temps. On ne sera plus là pour le voir. Ces animaux savent s'adapter pour entretenir leur espèce, peu importe les changements climatiques. La plupart des ours polaires ont 2 petits par portée, mais j'ai eu la chance de voir 2 familles avec des triplets. Leur instinct de survie est fort, malgré les changements climatiques qui nous font craindre pour leur survie à long terme. Malgré les défis, on a vu des mères fortes réussir à mener leurs petits jusqu'à l'océan Arctique, même si la glace de mer est imprévisible. Aujourd'hui, les ours polaires doivent passer 3 semaines de plus sur Terre que dans les années 1980. Partager les premiers moments d'une famille d'ours polaires est un cadeau. Une véritable source d'inspiration dans ce monde en mutation. De quoi se permettre d'avoir de l'espoir, malgré tout, en l'avenir de cette faune résiliente. Aux confins des Rocheuses canadiennes, il y a des montagnes où les êtres humains se font rares et où la faune reste sauvage. C'est une nouvelle frontière verte, une frontière délimitée par l'altitude. À un certain point de l'ascension de ces montagnes, les températures sont trop froides pour que les arbres poussent. C'est ici que je poursuis mon aventure. Les chèvres de montagne utilisent cette frontière verte pour survivre. Elles sont adaptées à l'escalade des falaises abruptes et des cols des Rocheuses. Leurs sabots sont conçus pour saisir les rochers. Elles sont adaptées à cette vie risquée sur les crêtes, un endroit dangereux et d'un équilibre délicat. Le biologiste Steve Côté analyse cet équilibre depuis plus de 30 ans. Il a étudié la population des chèvres de montagne de Cow Ridge en Alberta, cohabitant sur cette frontière verte avec ces animaux incroyables. On est rendu à cabane. Ben oui, c'est ici que vous passez la saison. C'est ça. Donc, 4 mois par année environ, on passe la saison ici, puis directement dans l'aire d'études, au beau milieu de nulle part. On a l'éclairage au solaire, puis on va chercher l'eau dans un petit ruisseau plus bas, par contre, là, parce qu'évidemment, en haut d'une montagne, on n'a pas d'eau. Avez-vous un poêle à bois ou... Non, on n'a pas de poêle à bois parce qu'on a une chaufferette au propane, puis comme tu peux voir, il n'y a aucun bois autour, donc ce serait compliqué de transporter le bois, effectivement. Puis tu m'as dit que les trappes étaient pas loin d'ici, je pense. Ben, je vais aller te les montrer tout de suite.
Fait que c'est ça, les fameuses cages. Oui, en fait, ce sont des trappes en bois. Fait que là, on voit quelque chose à l'intérieur, là. Oui, donc là, on va utiliser du sel pour appâter les animaux. OK. À cette date-ci de l'année, là, en juin, puis jusqu'au début juillet, ils sont très attirés par le sel, donc ils ont besoin de ces minéraux-là. Et là, ils vont entrer dans la trappe. Et quand on a la chèvre qu'on veut dans la trappe, qu'on veut capturer, bien, on voit qu'il y a un système très sophistiqué là, avec une corde. Ben oui. Donc, on fait juste, cette corde-là va se rendre jusqu'à une cachette qui est là-bas, qui est à environ 100 mètres de là. Puis quand on tire sur la corde, la porte va tomber et on a l'animal qu'on veut. Donc, OK. c'est très simple. Fait qu'on peut aller voir les chèvres. Oui, on peut y aller. On va falloir prendre les 4 roues, par contre, parce qu'ils sont assez loin à cette date-ci de l'année. Là, il y en a 2 juste là, qu'on appelle le terrain de fuite numéro 1. Donc, où il y a de l'ombre un peu, puis 2 patchs de neige, là. Ouais. Ils sont entre les 2 patchs de neige. OK. Donc, on les voit là. Très bien. En fait, c'est une femelle avec son jeune d'1 an. Puis combien de temps qu'est-ce que les jeunes restent avec la mère? Habituellement, les jeunes, comme ça, vont rester avec leur mère au moins la première année. Et juste un peu avant la mise bas, qui se fait habituellement fin mai, début juin, là, les jeunes vont partir et la femelle va sevrer son jeune de l'année et va pouvoir mettre bas de son nouveau jeune. Bien, les chèvres ont une société qu'on appelle de fusion-fission. Donc, les groupes sont relativement lâches. Là. Ils peuvent être 6 ou 7 comme ça ensemble pendant une semaine, puis après ça, rejoindre un autre groupe de 10 ou 12 pour faire un plus gros groupe, puis se séparer quelques jours plus tard. Il n'y a pas de membership fixe là, dans les groupes. Là, ils vendent beaucoup. Là. Est-ce que eux, ça les dérange, le vent ou la température, ou pas du tout? Non, bien, pour eux, c'est un vent relativement faible, ça. Donc, non, ils n'ont aucun dérangement présentement, puis il ne fait pas très chaud. Donc, ils sont beaucoup plus dérangés par les températures chaudes que par le genre de température qu'on a présentement. Carr Ridge est un endroit unique au pays. Les chèvres de montagne y survivent depuis des siècles. Vivant à une altitude de 2000 mètres, là où les arbres cèdent la place à la toundra alpine. En été, elles grimpent vers les pics les plus élevés, broutant au sommet de ces crêtes et se nourrissant de la végétation alpine en pleine floraison, tout en restant à l'abri des prédateurs. Leur pelage épais peut les aider à survivre à des températures de moins 45 degrés Celsius et à des vents de 160 km/h. Pourtant, elles retournent chaque année près des arbres en hiver, abritant leurs petits des éléments et en cherchant des pierres à lécher pour se nourrir. On est en haut de la limite des arbres, donc on est dans ce qu'on appelle une toundra alpine. Donc, c'est l'écosystème typique des rocheuses alpins où il y a encore de la végétation avant d'arriver dans les hautes rocheuses où là, il y a presque seulement de la roche. Donc, ici, on est dans une zone où il n'y a pas d'arbres, mais il y a quand même beaucoup de plantes, donc beaucoup de nourriture pour toutes sortes d'espèces de faune sauvage. Nous, on est dans une zone, justement, où les chèvres vont utiliser la forêt boréale, la limite des arbres de la forêt boréale et les prairies alpines. Donc souvent, cette zone de transition-là entre les deux, qu'on appelle un écotone, entre deux habitats, est importante parce que c'est une zone qui est relativement productive et ça permet un assemblage d'espèces plus grand parce qu'on va avoir à la fois des espèces qui ont besoin de couverts forestiers et des espèces qui peuvent utiliser le milieu alpin, autant au niveau des plantes qu'au niveau des animaux. C'est quoi au juste que tu fais ici comme recherche? C'est un projet en gros sur l'écologie des chèvres de montagne. Et l'idée à la base, c'est de comprendre
la dynamique de population d'une population de chèvres de montagne et de voir qu'est-ce qui va affecter les changements en nombre. Donc, l'idée du projet, c'est vraiment de suivre une population de façon très, très fine. Donc, on va capturer tous les individus de la population et on les marque pour être capable de les reconnaître. Et là, on est capable de les suivre de leur naissance jusqu'à leur mort. Et là, bien, on peut reconstruire comment la population évolue dans le temps et essayer de voir les parties qui sont les plus affectées ou les moments où c'est le plus difficile pour la population d'être en croissance, par exemple. OK, là, on regarde la cône gauche. 63. Cône droite. 64. Je vais prendre l'échantillon de poils. Tu remplis le sac, puis tu tires pour t'assurer d'avoir la base. Front foot in. 194. Hind foot out. 264. OK, vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. OK, on la recule là-dedans. Lève-la, mets-la là-dedans. Lève-la par ici. 1, 2, 3. Amène la balance. OK, là, ça prend la pôle de métal. Ben là, ouais. Processe-moi ça. Tu me dis quand on change. Lâche la tête doucement. OK, lis. OK. 80 piles. OK, prends la tête, on descend. OK, pas de panique. OK, là, on va la relâcher avec sa mère. Allez-y. Good job. Excellent. Good job. Bon, parfait, c'est bon. En 1988, une étude a été lancée pour mieux comprendre ces animaux. Très sensibles à l'activité humaine, leur population était en déclin à cause de la chasse excessive et leurs perturbations écologiques. À ce moment, nous ne savions pas grand-chose de leur environnement. Mais grâce à cette étude, nous comprenons mieux maintenant comment coexister avec ces chèvres de montagne. Heureusement, aujourd'hui, la population de Cow Ridge a doublé pour atteindre 150 animaux, un nombre sain pour cet écosystème fragile. Le biologiste Steve Côté continue de diriger ce programme unique au monde, la seule étude à long terme sur les chèvres de montagne. Son travail nous aide à mieux comprendre leur environnement et comment nos actions peuvent affecter ces animaux. En consacrant ses étés à étudier la frontière verte, Steve Côté a aidé ces chèvres de montagne à survivre et nous a appris à coexister avec elles. Que faut-il pour survivre sur cette frontière verte alors que les changements climatiques signifient que les règles changent à tous les jours? Pour y répondre, je suis retournée au Parc national de Wapus, à la découverte d'une espèce symbolique au changement climatique de cette région, le renard. Le professeur Jim Roth étudie les renards depuis 1994. Il a trouvé une nouvelle piste qui prouve qu'ils savent transformer leur habitat et qu'ils peuvent également avoir un impact sur leur écosystème. Karine, te voilà! Bonjour! Allô, allô, allô! Bienvenue à Nestor One. Entre! C'est ma première fois dans le parc national de Wapas. Oui, fantastique. Pour notre sécurité, il faut conserver cette porte fermée, car il y a une forte concentration d'ours polaires dans cette zone, surtout à cette époque de l'année. OK. On ne doit pas prendre de risques. Alors on s'enferme dans la cage pour que les ours puissent se déplacer librement dans la toundra.
Ici, on est situé à la frontière de la forêt boréale et de la toundra, à la ligne des arbres. Puis il y a vraiment un écosystème différent. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer la dynamique? Churchill est entouré par la forêt boréale, mais à mesure qu'on se rapproche de la baie d'Hudson, la forêt se transforme en toundra arctique. C'est l'une des régions les plus au sud où l'on peut trouver la toundra arctique. Cela s'explique par l'influence de la baie d'Hudson, qui reste glacée la majeure partie de l'année. Cela rafraîchit grandement le paysage, et c'est pour cette raison qu'il y a aussi peu d'arbres dans la région. On trouve donc des habitats typiques de la toundra, mais dans une région située très au sud. C'est exactement ce genre d'environnement qu'apprécient les renards. Il y a des tanières de renards arctiques dans le secteur. Il y en a une juste à côté. OK. On peut aller voir si ça te tente. Je pourrais te montrer comment le paysage a changé et également t'expliquer l'influence des renards arctiques sur l'environnement de la toundra. OK. On peut voir que ce lieu a été occupé par un renard. On remarque des traces, mais sans voir l'animal de nos propres yeux, il est très difficile de savoir à quelle espèce il appartient. Mais les poils qu'il a laissés peuvent nous en dire plus. OK. Ça, on trouve ça à l'intérieur? Oui, on va regarder à l'intérieur et vérifier si l'animal a laissé des poils à l'entrée de la tanière. On va les séparer avec les doigts. Dans ce cas, on peut déterminer qu'il s'agit de la tanière d'un renard arctique. Quand on a commencé à étudier plus attentivement ces tanières pour tenter d'identifier les espèces qui les occupaient, on a constaté qu'au cours des 14 dernières années, il y avait de plus en plus de renards roux qui étaient venus s'installer dans la région. Ces renards roux quittent la forêt pour coloniser la toundra. C'est vraiment fascinant. Est-ce que c'est vrai que les renards roux peuvent chasser, tuer les renards arctiques? Absolument. Les renards arctiques sont plus petits que les renards roux. En moyenne, leur taille équivaut aux 2/3 de celle d'un renard roux. Quand les deux espèces se rencontrent et entrent en compétition pour certaines ressources, ils se battent. Et c'est souvent le renard roux qui sort vainqueur du combat. Les renards roux et les renards arctiques consomment les mêmes proies. Ils sont donc en concurrence. Les renards roux veulent éliminer leurs adversaires et il leur arrive de tuer des renards arctiques. Parce que maintenant, avec le changement climatique, tout s'en vient dans le nord, là. Exactement. Et c'est pourquoi nous constatons une présence grandissante de renards roux dans la toundra. Le changement climatique permet à ces envahisseurs de survivre dans cet environnement et cela a des conséquences sur les espèces arctiques. À la frontière de l'Arctique, deux espèces se côtoient, le renard roux et le renard arctique. Le renard roux est une espèce forestière très adaptable à toutes les situations. Il arpente sans difficulté le territoire nordique du renard arctique, une espèce qui a su évoluer et prospérer uniquement dans le froid extrême de l'Arctique. Mais à mesure que le climat se réchauffe, le renard roux prend l'avantage. Quand on regarde le paysage ici, il y a vraiment beaucoup de végétation. Est-ce qu'il y a une raison en particulier pour ça? Oui, la végétation qui pousse au-dessus de ces tanières est très différente de celle que l'on trouve ailleurs. Le territoire qui nous entoure est particulièrement plat et le sol est recouvert de pergélisol. Lorsque la neige fond, l'eau n'a nulle part où aller. Les renards creusent toujours leurs tanières sur les crêtes, car elles sont un peu surélevées et donc un peu plus sèches. Pour nous, ça simplifie le repérage. On peut repérer une tanière à 1 kilomètre de distance. Nous savons que les renards aménagent leurs tanières sur les crêtes. Alors, on se concentre sur ces zones pour essayer de les trouver. Nous avons identifié 120 tanières que les renards utilisent pour se reproduire dans la région. J'ai voulu essayer de comprendre pourquoi la végétation qui poussait au-dessus des tanières était si différente. Nous avons commencé à examiner plus attentivement cette végétation et à réfléchir à ce qui pouvait être à l'origine de ces changements. Nous avons découvert que le sol était beaucoup plus riche en nutriments. Quand on effectue des comparaisons, la terre qui recouvre les tanières a des concentrations de nutriments beaucoup plus élevées qu'ailleurs, car les renards fertilisent ces sites et les nutriments sont absorbés par les plantes.
Ces plantes sont donc très riches en nutriments. De nouvelles espèces de plantes ayant besoin de sols riches en nutriments peuvent ainsi pousser ici, alors qu'elles ne pourraient pas pousser ailleurs. Fait que c'est un vrai écosystème. Là. Oui. De nombreuses espèces d'herbivores ont du mal à trouver des sources d'azote. Alors ils sont attirés par cette végétation riche en nutriments. C'est pour cette raison que nous voyons de plus en plus de caribous pâturer autour de ces tanières afin de se nourrir d'herbes et d'arbrisseaux. Nous trouvons également de plus en plus de nids de lemmings autour des tanières des renards. Les lemmings sont de petits rongeurs dont la population peut connaître d'importantes fluctuations. Plus la population de lemmings augmente, plus cela attire des prédateurs qui viennent pour les chasser. Les lemmings sont donc des herbivores clés. Leur présence a des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème, notamment sur les prédateurs qui se nourrissent de ces rongeurs. Pour nous, ça a été une énigme de trouver autant de nids de lemmings autour de ces tanières. Les lemmings ont besoin de neige profonde, molle et poudreuse pour survivre en hiver. Ces animaux n'hibernent pas, ils restent actifs durant tout l'hiver, mais ils vivent dans la couche inférieure de la neige, juste au-dessus du sol. Okay. La neige fournit une excellente isolation. Il peut donc faire moins 30 degrés à l'extérieur, mais 0 degré au niveau du sol. Il fait donc 30 degrés de plus sous la neige que dans l'air. La végétation qui pousse au-dessus des tanières permet de retenir une plus grande quantité de neige et donc d'avoir une couche plus épaisse. Les lemmings sont également attirés par les plantes très nutritives qui poussent ici et dont ils peuvent se nourrir. Et ça fait le bonheur des renards. La limite des arbres n'est pas déterminée par les températures extrêmes pendant l'hiver, mais plutôt par le nombre de jours chauds en été pour la photosynthèse. Le climat a toujours évolué au cours de l'histoire, mais jamais aussi rapidement qu'aujourd'hui. S'il fait plus chaud, la limite des arbres avancera, et s'il fait plus froid, elle reculera. Mais un autre facteur affecte la limite des arbres, la disponibilité en nutriments. On a parlé de l'impact des renards arctiques sur l'écosystème et la végétation de la toundra, mais nous avons également constaté que la présence des renards roux produisait des effets similaires sur la forêt boréale. En raison des concentrations plus élevées de nutriments, on trouve une végétation de sous-bois très particulière au-dessus des tanières des renards roux. Mais nous constatons également qu'autour de ces tanières, les arbres poussent plus gros et produisent davantage de cônes. Nous avons donc émis l'hypothèse que les renards roux qui vivent à la limite des arbres contribuent à la progression de l'épinette blanche dans la toundra. Grâce à la présence des renards, les arbres peuvent atteindre de plus grandes tailles et produire plus de cônes. On ignore pour l'instant si cela a des conséquences à grande échelle, mais c'est une découverte intéressante. Je vais te montrer des images filmées par les caméras que nous avons installées près des tanières. En regardant ces images, nous avons remarqué qu'il n'y avait pas uniquement des renards roux autour des tanières, mais également de nombreuses autres espèces. On a constaté que des oies venaient se nourrir de la végétation luxuriante qui pousse autour des tanières. Des corbeaux viennent manger les restes des proies que les renards rapportent pour nourrir leurs petits. On note également la présence d'aigles et de loups. Les caribous viennent aussi en nombre pendant l'été pour se nourrir de cette végétation abondante. Donc, il y a tout un écosystème qui se développe sur une tanière. Absolument. En observant plus attentivement ces tanières, nous avons constaté qu'elles constituaient un écosystème unique, une sorte de petite oasis dans la toundra où une végétation abondante attire les herbivores, mais aussi les charognards qui viennent pour se nourrir des restes des proies des renards. Ce qui est fascinant, c'est que cet environnement évolue chaque année. Il faut que tu reviennes pour voir comment les choses changent. Fait qu'il va falloir que je revienne l'année prochaine pour voir l'évolution des renards arctiques et des renards roux. Absolument. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est un milieu où les espèces boréales et arctiques se rencontrent. Le caribou et l'élan, l'ours noir et le grizzly et l'ours polaire,
le renard arctique et le renard roux. Nous avons vu comment les parcours de ces deux espèces de renards peuvent influencer les autres animaux. L'Arctique se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète. Les changements sont de plus en plus rapides, mais ces deux espèces se battent tout de même pour survivre, créant leur propre espace de vie dans cette nouvelle normalité. Je suis maintenant les arbres vers le nord jusqu'à Churchill, au Manitoba, connu comme l'Arctique accessible. Ici, les arbres atteignent une nouvelle frontière, l'océan Arctique. 3 écosystèmes se rencontrent: la forêt boréale, la toundra arctique et la mer. Il existe peu d'endroits comme celui-ci dans le monde où les arbres se mélangent à la toundra. J'y viens pour faire la découverte d'une espèce inattendue, le beluga. Je me rends maintenant sur la rivière Churchill pour rencontrer Erin Green, qui gagne sa vie comme guide d'aventure au bord de la baie d'Hudson. Elle y amène des touristes pour leur faire découvrir ces petites baleines blanches dans leur habitat naturel. Churchill, c'est situé un peu à la ligne des arbres. Tu as la forêt boréale, tu as la toundra, tu as plusieurs écosystèmes. Comment ça fonctionne? Oui, même l'écosystème marine aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, puis c'est ça que je voudrais te montrer aujourd'hui. Donc, moi, je suis l'instructrice de planche à pagaie. Oui, tu as ta propre compagnie. Oui, oui. Puis, est-ce que tu veux aller avec moi sur l'eau? Mais certainement. Vas-y, on y va. Durant les années, je pense que j'ai fait plus d'une connexion avec parce que c'est les mêmes baleines qui viennent chaque année ici. Donc, il y a des baleines qui me savent parce Te connaissent, oui. oui. Les belugas sont vraiment curieux, là. Oui, vraiment. Ah, ils sont juste là. Puis ils tournent! Oui. Ils tournent sur leur dos. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils tournent sur leur dos? Pour te voir. Ah! Ah, il est juste là! Il m'a poussé. Il y en a qui s'en viennent! Donc, j'ai commencé mon propre compagnie en 2015. Puis c'est la première année, je savais pas comment les baleines aimaient ça. Ils n'ont jamais vu un planche à pagaie. Puis ils aiment ça beaucoup. Ils sont vraiment curieux. Ils aiment toucher. Comme des fois, ils vont en dessous, puis ils se lèvent. Puis... En dessous de la planche, hein? Oui. Est-ce que tu tombes des fois? Des fois, oui. Pourquoi en fait que les belugas ils se regroupent ici? Il y a plusieurs raisons. Ici, on a beaucoup de poissons, de capelin. C'est des petits poissons hauts en calories. OK. Puis aussi, les mamans viennent ici pour avoir leur bébé. Puis ils commencent à savoir comment parler avec les autres belugas, puis comment nager, toutes les choses comme ça. Puis aussi, l'eau est un peu plus chaude ici, donc c'est moins d'un choc pour les bébés de rentrer dans la monde.
Churchill est surtout connu pour ses ours polaires. Mais chaque été, plus de 5000 baleines reviennent dans cette rivière. Et près de 55 000 autres vivent heureuses dans la baie du Thon. L'estuaire de la rivière Churchill est un havre de paix pour ces baleines. Elles y sont à l'abri des prédateurs et de la pollution. Les baleines n'ont pas été chassées à Churchill depuis le début des années 80. Elles ne craignent plus les humains. En fait, elles semblent même apprécier notre compagnie. Oh, il y en a tout déjà, là. Oh, allô! Allô, allô! À Churchill, on est en le milieu de les trois écosystèmes. On a le forêt boréale, on peut voir ici tous les arbres là. On a l'écosystème marin qu'on est dessus. Puis aussi la toundra là-bas. Fait que dans le fond, vu qu'il y a plusieurs écosystèmes qui se rencontrent, est-ce que ça fait que plus d'animaux? Ici, à Churchill, on est à la frontière verte. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a tous les animaux différents. Il y a des animaux qui vont avec les trois écosystèmes. Donc, on a des baleines dans l'eau, on a des ours polaires sur la toundra. Puis aussi, on a plusieurs espèces d'oiseaux qui viennent ici durant l'été. Fait que pour rester ici, tu dois avoir quand même une belle connexion avec l'endroit. Oui. Puis la connexion plus étonnante, c'est ma connexion avec les baleines, avec les belugas. Quand je suis sur l'eau, je pense à aucune d'autre chose. C'est juste moi, puis l'eau, puis les baleines. Toutes les autres choses, tout le stress de le monde, c'est parti. Puis je pense aussi Churchill, ça fait la même chose. Il y a beaucoup des effets naturels comme le vent, puis le soleil, la foi. Ça rentre dans le moment présent. Moi, j'aimerais que la rivière de Churchill, ça reste pour des années qui s'en viennent, parce que c'est ça qui est spécial de cet endroit. C'est la nature, c'est les baleines. Moi, je voudrais que ça reste exactement comme c'est maintenant. Je suis bien d'accord avec toi. Et c'est super inspirant de voir que à travers ce milieu difficile-là, puis tous les changements qu'on y trouve, que tu as réussi à partir de ta propre business. Tu es resté depuis 2012. Tu adores la place, là. Non, merci. OK. Est-ce qu'on continue de pagayer pour voir plus de baleines? Je pense qu'il y en a juste là-bas. Connus sous le nom de canaris des mers, les belugas ont un langage sous-marin complexe. Un langage que nous commençons à peine à comprendre. Nous savons qu'ils ont besoin de silence sous l'eau pour communiquer entre eux et que l'augmentation du trafic maritime peut mettre ce silence en péril. Un défi à relever dans un Arctique en pleine fonte. Mais pour l'instant, les belugas de Churchill sont en bonne santé et heureux dans ces eaux vierges. Et c'est à nous de veiller à ce que le monde reste ainsi pour les générations à venir.
La limite des arbres est un endroit particulier, avec une belle variété d'animaux sauvages, d'humains et de différents écosystèmes. Mais alors que le climat de la planète change, la limite des arbres change également. Heureusement, on peut voir comment les espèces s'adaptent à la nouvelle normalité et comment les animaux modifient leur environnement. Les humains aussi sont en train de changer le monde pour aider ces animaux à survivre. Plus conscientisés, ils apprennent maintenant de la nature elle-même. Oui, l'écosystème de la frontière verte change. Nous devons établir des liens plus directs avec la nature pour apprendre d'elle et progresser ensemble.